Bonjour à tous, bonjour chers amis, chers auditeurs. En direct de Marseille, nous sommes le 7 août 2022 avec la présence de monsieur Mourad Ghazli. Alors, d'Aubagne. d'Aubagne, une petite ville en Turquie. C'est nouveau, ça vient de sortir. Donc, et on voulait vous faire une vidéo aujourd'hui. Bon, vous connaissez peut-être pas, mais bon, il est très connu depuis plus de 2 décennies maintenant, puisqu'il a fait d'innombrables passages télé, radio, les GG, etc. Il a fait beaucoup de politique, de syndicalisme. Il a écrit des livres. Bon, on ne le présente plus, mais néanmoins, il faut toujours, on n'est jamais connu par tout le monde, il ne faut pas rêver. Donc, il faut néanmoins le présenter pour que vous sachiez qui parle. Donc, pourquoi je l'ai invité aujourd'hui? Parce qu'il a fait des vidéos concernant l'affaire IQSEN, c'est une affaire d'État, hein, c'est extraordinaire. Il n'y a plus que ça. Il n'y a plus rien dans ce pays de 67 millions d'habitants. Il n'y a plus que IQSEN. C'est, je sais pas, la prochaine étape, ça va être la guillotine, quoi. On va aller lui courir après. Le premier qui l'attrape, ils vont lui donner de l'argent et on va le. C'est d'autant l'ennemi numéro un qui concentre tout l'intérêt politique et médiatique. Alors, les médias, on le sait parce qu'ils sont tous en congé. Donc, il reste là les stagiaires et puis les remplaçants. Donc, c'est toujours pareil au mois d'août. Hein. Donc, ils ressortent des vieux dossiers, tu vois, des vieux reportages, tout ça, etc. Mais alors qu'il y a eu, par exemple, 2 commissariats qui ont été attaqués violemment, tout ça, etc. Et là, même l'opposition qu'on voit, le RN, tout ça, n'interpelle pas Darmanin là-dessus. Non, mais attends, mais je ne sais pas si tu imagines. Ça brûle, ça pète de partout. Il y a eu des meurtres encore. On est né au 18e meurtre à Marseille. Pas un mot. Là, on parle de quand même, ce qui est quand même important, je le rappelle, c'était le fait qu'il ne lui donne pas sa carte de séjour. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. Donc, tu vois, c'est toujours pareil, histoire de proportion. Hein, de proportion. Alors justement, tu as été le premier à parler du jugement, et d'ailleurs que tu as lu dans une vidéo sur ta chaîne YouTube. J'invite tout le monde à te suivre justement sur ta chaîne YouTube. Et on l'a, hein, on va pouvoir le défiler aujourd'hui. On a les 6 pages du jugement. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il n'y a rien. Hein, le dossier est complètement vide. C'est pathétique. Alors, on nous présente quand même quelqu'un comme étant l'ennemi public numéro 1, un danger public qui a foutu la France à feu à sang, qui a je sais pas, c'est Ben Laden à côté, c'est un charbonnerie qui chantonne à nos oreilles, quoi. C'est d'autant important la précision que tu viens de faire qu'il représentait tellement un danger immédiat en France qu'ils ont attendu de ne pas lui renouveler sa carte de séjour. Donc, c'est-à-dire que... Non, mais tu vois... Très juste. Voilà. Et que des faits supposés, dans le peu de dossiers qu'il y a et dans certains faits, on va lui dire « Ah, ben en 2004, il a dit ça, il était contre la loi sur le voile. En 2000 trucs, etc. » Ils vont sortir des dossiers sur des phrases, alors que ça appartient à la liberté d'expression et d'opinion, des faits qui sont, même au pire, s'ils avaient été attaquables juridiquement, qui sont prescrits. Donc, en fait, c'est sur du vent. Donc, il n'a pas commis d'infraction, et 2, il n'a pas été poursuivi, et encore moins condamné. Et donc, du coup, Darmanin s'octroie, lui, non plus la séparation des pouvoirs, puisqu'il y a le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et le judiciaire, il est indépendant. Il s'octroie le pouvoir judiciaire en faisant de la politique politique, en lui, comment te dire, prônant que, oui, ce qu'il a dit en 2004, quand il a fait pipi au lit à 2 ans, tout ça, etc., il n'a pas fait caca au pot, eh ben, ça mérite de pas dégager. Parce que c'est du même niveau. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas dans les énoncés, mais dans la plaidoirie de l'avocate, elle s'appelle Maître Église, elle a osé lui faire le procès d'avoir dénoncé les dégâts que le film Scarface et Tony Montana auraient pu faire dans certains quartiers. Chose que nous sommes nombreux à le dénoncer, que, hélas, certains des jeunes ont pris Tony Montana comme modèle et non pas d'autres personnes. Voilà. Ah ben, tu te rends compte, je ne parle même pas du fond, parce que lui, il a interprété sur le fait que l'argent facile, la drogue, les femmes, les trucs, tout ça, etc. C'est là-dessus qu'il a tapé. Non, non, je veux dire, au pire, reste sur la forme. Aïe, il y a une coupure. Il y a une coupure, cher Mourad.
Mourad, il y a eu une coupure déjà. Alors attends, je vais remettre le son. J'ai enlevé là, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Je ne sais pas comment me faire pour l'enlever. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Sinon, tu coupes ton réseau et tu te mets en Wi-Fi, par exemple. Comme ça, il n'y a personne qui peut t'appeler. Voilà, tu es plus fort que moi. Moi, je comprends rien. Attends, bouge pas. J'enlève là. J'ai laissé. Voilà, Inch'Allah, ça marche. Allez, c'est bon là? Là, c'est nickel. En plus, l'image, elle est vraiment belle. Hein. Non, c'est parce que c'est moi qui l'embellis. Ah, tu le sais. Hein. Tu as bien bronzé, hein, tu te dors la fraise. Oui, mais alors, si on peut en profiter pour faire une petite parenthèse, parce que j'ai toujours, toute ma vie, quand j'ai voyagé, il s'est toujours passé quelque chose, tu vois. Et là, j'étais au Sri Lanka et j'ai vécu le coup d'État, tu vois, les quelques jours avant et après, tu vois. Et donc, c'est génial parce que j'ai filmé, etc., des queues de 3 km parce qu'ils n'ont pas d'essence et tout ça. Ils ont renversé le président. Et en fait, là-bas, c'est une magouille familiale. Hein. Tu as le fils qui est ministre des Sports, le cousin, le beau-frère, il est ministre de telle chose, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas un hors-sujet et il va venir sur la France. C'est que c'est un pays qui a tellement souffert. Et eux, ils se sont fait entuber par les Chinois et pas par les Américains, parce qu'il faut savoir que les deux, c'est pas bon. Hein. Tu es sur l'emprise américaine, tu l'as dans le baba, tu es sur l'emprise des Chinois, tu l'as dans le baba. Hein. Mais ça mériterait un jour une grande émission parce que on le voit pas, mais ça bouge en Afrique. Par exemple, au Kenya, un des candidats a dit, moi, je virerai les Chinois du pays. Ils prennent les terres, ils profitent des pays qui sont à la gorge, ils leur prennent les terres, ils font la culture, ils cultivent et tout ça, ils renvoient au pays. D'accord. Donc, c'est un autre sujet. Mais c'est seulement pour expliquer ce qui s'est passé, parce qu'ils ont commenté dans les trucs. C'est que le président, il s'est barré. Et donc, le Premier ministre, il s'est fait nommer avec sa même majorité président. Et il traite de fasciste le peuple qui a faim. Tu sais que ça fait 3 mois que ça dure, que les gens, il faut attendre 4-5 jours pour avoir 10 litres d'essence. Tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de moto, parce qu'en général, ils sont en moto. Je ne parle même pas de la voiture. Pas de moto, pas de travail. Et les mecs, ils crevent la dalle. Ils crèvent la dalle. Et c'est en train de bouger dans plusieurs pays. On en a parlé régulièrement sur mon site. On a montré les photos du président qui s'échappe. Son frère, c'était le Premier ministre. Si j'avais su, je t'aurais filé les vidéos parce que moi, je filme en direct là-bas, tu vois. Ah ouais. Les manifestations, j'ai filmé les manifestations en direct, tout. Hein, j'ai tout fait. Hein. Eh ben, tu me les passeras, on en reparlera après. Donc, pour revenir à Hassan Iqiyoussen, alors déjà, au passage, les gens qui me suivent depuis 15 ans maintenant le savent. Hein. Moi, j'ai de pitié pour personne. Quand on dit une bêtise, on dit une bêtise et puis c'est tout. Hein. Donc, j'ai attaqué Tariq Ramadan, j'ai attaqué les imams de Pakoti, ou l'inverse. Donc, quand il y a quelque chose, on le dit, de bien, on le dit, de mal, on le dit. L'islamo-business, on peut parler. L'islamo-business, ouais. L'islamo-business, là. L'islamo-business. Le coaching des imams de 2.0 là, 400 € de. Rester à zéro. Rester à zéro aussi. Donc, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, et notamment aux non-musulmans, c'est que cette affaire, elle n'a rien à voir avec l'islam. C'est une question d'effondrement de l'état de droit. Et on va vous le démontrer par les faits. Hein. Je vais vous le démontrer par les faits. Salim, avant de voir ça, tu l'as déjà démontré dans l'état de droit avec tout ce qui s'est passé à travers le Covid. Oui, complètement. Non, mais il faut que les gens comprennent que c'est une transition. C'est pas, exactement. Etc. Alors, je sais que même pour ceux qui détestent les musulmans, qui chient sur les musulmans, qu'on aurait rien à péter, qui les aiment pas, qui les dégoûtent, la question n'est pas de savoir s'il faut nous aimer, nous les musulmans, ou pas nous aimer, ou lui, etc. C'est pas une histoire d'amour, etc. C'est se dire que le principe utilisé dans cette police politique, elle n'est que la suite de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, en violant de plus en plus les libertés individuelles. Et là, le cas à présent pour Iqiyoussen, c'est quand même, nous, on est sur le principe, on n'est là pas pour le supporter, pour se dire, on soutient sa position musulmane, parce que moi, personnellement, je me suis jamais caché, j'ai des différents d'approche sur l'islam que lui, mais mes différences que j'ai sur lui, ça n'a strictement rien à voir avec savoir si le fait que je le traite comme un intégriste ou un mec, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme j'ai tapé Tariq Ramadan, comme toi, hein, moi en 2004-2005, je l'ai tapé, moi, comme il s'appelle Tariq Ramadan, tu vois, etc. Ah, mais c'est parce que en fait, essentiel. Hein. Pour moi, excuse-moi, pour moi, c'est essentiel. On parle d'état de droit. On parle de quelque chose qui nous rassemble tous.
Et en fait, ce qu'ils font à IQSEN aujourd'hui, ils vont vous le faire demain. À Françoise. Ils peuvent le faire à Françoise demain. Hein. Exactement. C'est ce qu'ils ont fait au personnel soignant non vacciné, des mères célibataires avec 2 gosses qui n'ont plus à manger et qui n'ont pas de droit au RSA et qui n'ont même pas le droit d'aller bosser ailleurs. Et ça, c'était extrêmement violent au niveau de l'exclusion, de la mise à mort du citoyen qui dit non aux décisions de l'État. Et en fait, c'est ça, moi, c'est ça, pour moi, c'est capital. Je veux pas, ça m'intéresse pas, d'ailleurs, c'est pas pour lui manquer de respect, mais moi, j'ai pas vu de vidéo d'IQSEN depuis au moins une dizaine d'années. Je sais pas ce qu'il fait. Une chose est certaine, c'est qu'il n'est pas du tout catalogué comme un barbu, intégriste, bien au contraire. Mais c'est même pire, une partie des musulmans en France le rejettent, justement pour lui reprocher d'être devenu un imam républicain, alors que la République n'a rien à voir avec la religion, d'accord, comme tu ne peux pas être catholique ou juif républicain, ça n'existe pas, d'accord, chacun son dogme, hein, on va dire, et qu'il est trop francisé, trop édulcoré, le Coran, qu'il a fait des approches pour certains, par exemple sur le crédit, tout ça, etc. Oui. Et tout. Ouais. Et donc c'est rigolo parce qu'on trouve qu'une partie des musulmans le rejettent parce que le trouvant trop républicain et il est poursuivi pour non-respect de la République. Tu vois? C'est magique. Non, mais c'est extraordinaire. Et en plus, c'est moi qui le défends que je ne suis pas républicain pour un centime. Tu vois? Donc, voilà. Parce que là aussi, ils me font rire. Parce que un jour, il faut que tu fasses une émission spéciale là-dessus. Ils sont tous là. La République, les valeurs de la République, les valeurs de la République. Je m'en tape de ta République. La République, c'est un système politique. Exactement. Combien y a-t-il de républiques dans le monde? D'accord? Voilà. L'Espagne, c'est une république? Non. Il y a même des républiques islamiques. L'Angleterre, c'est une république? Non. Les États-Unis, c'est une république? Non. C'est un schéma politique. Et même eux, entre républicains à la con, regarde, il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. C'est pire que les Rambo. D'accord? Et il y en a qui parlent même de la 6e. Et sans compter que la 5e, elle a été modifiée un paquet de fois. Donc, on voit bien que le système, c'est un système politique. Et est-ce que dans une démocratie, on a le droit d'être contre ça? Et moi, seulement un mot pour terminer là-dessus. Moi, par exemple, je ne peux pas être républicain parce que j'ai toujours été contre l'égalité. Non pas en termes de droit. Je suis pour l'équité. Parce que l'égalité, c'est le nivellement vers le bas. L'équité, c'est par exemple, tu donnes en fonction de tes moyens et tu perçois en fonction de tes besoins. Ça, c'est équitable. Tu comprends? Et même l'État, quand il fait l'impôt progressif, ça prouve bien que lui, il n'est pas égalitaire parce que pas tout le monde est à la première tranche. Et donc, ça veut dire qu'on fait de l'équité. Quand tu vas à ta cantine scolaire, tu payes en fonction de tes revenus. Ce n'est pas l'égalité, tout le monde paye le même prix. C'est en fonction de tes revenus. Donc, ça veut dire qu'on voit bien que la plupart des choses qui sont faites, non pas dans le principe égalitaire, sont plutôt dans le système équitable et qui est accepté par les Français. Et c'est souvent au nom de l'égalité qu'on fait n'importe quoi. L'école, par exemple, quand tu apprends à des enfants, quel que soit son niveau social, quel que soit son lieu de nord soit lutte, c'est le même programme. C'est le même programme. Et du coup, sur le principe de l'égalité, on crée encore des inégalités et 200 000 gamins qui sont chaque année sans formation. Tout à fait. D'ailleurs, la République, la 5e, on ne va pas parler des 2 derniers siècles, on parle de la dernière. Elle a commencé, il y avait la peine de mort. Donc, c'était les valeurs de la République de l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus la peine de mort, c'est de nouvelles valeurs. Tu peux aller plus loin. La femme, elle n'avait même pas sous la 5e République le droit de voir le chéquier. Le chéquier, elle n'avait pas droit. Il y avait la loi aussi où elle ne pouvait pas se mettre en robe. Bref, il y avait une tonne de dispositifs. Mais même sous cette 5e République, etc. Aujourd'hui, moi, il y a des lois de la République qui me dégoûtent. Notamment l'histoire des handicapés, avec la déconjugalisation qui est en train de passer, c'est pas encore fait, il faut attendre l'année prochaine. Comment on peut faire ça? Donc, comment on peut faire ça? Des gens, déjà, dans la mouise, on les fragilise encore plus. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'améliorer les choses pour les gens. C'est tout. On peut prendre la cour d'assises. Jusqu'à très récemment, il n'y avait pas d'appel en cour d'assises. Tu te promets en première instance, tu te prends 20 ans, c'est terminé.
Là, depuis quelques années, on peut faire appel au niveau de la cour d'assises. On nous parle de valeurs de la République. Moi, au tribunal, j'ai appris, je ne savais pas, mais je l'ai appris avec mes procédures, qu'on peut mentir au tribunal. Contrairement aux États-Unis. La liberté de la défense. La liberté de la défense. Oui, mais aux États-Unis, c'est illégal, c'est un parjure, c'est très grave. En France, vous pouvez mentir effrontément sans aucun problème. L'avocat, il peut mentir. Et ça passe. Ça, et tu peux même insulter. Et tu peux même insulter. Et tu peux diffamer. Ouais, c'est vrai. Parce que ça fait partie de la liberté de la défense. Je te jure. Et que tous les propos tenus à un honnête ne peuvent être tenus contre toi. Pour moi, ça, c'est pas une valeur. Moi, c'est pas une valeur. La France, pendant la guerre d'Algérie, elle lance du napalm sur les villageois, c'est pas une valeur. Et je dis pas ça parce que je suis algérien. Je pourrais dire ça par rapport à Dien Bien Phu, par rapport au Vietnam, à l'Indochine, je veux dire, par rapport à plein d'autres sujets. C'est pas des valeurs républicaines, c'est de la sauvagerie, de la barbarie. Donc, quand on critique, comme tu le dis si bien, la République, c'est pas un être humain, hein. C'est juste un système politique. Ouais, mais eux, ils en ont fait un dogme. Tu sais, ils en ont fait une déité. Ils en ont fait une divinité. Une divinité que. Maintenant, c'est un blasphème de critiquer voilà, le Dieu. Voilà, en fait, c'est ça. Voilà, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Il faut le droit au blasphème pour les religions, mais pour eux, leur république, leur religion qui domine. Ça, non, il ne faut pas. Parce que si tu lâches les trucs, ça y est, t'es sorti du moule, quoi. Alors maintenant, concernant Hassani Hussein et plutôt Darmanin, moi tu le sais, je l'appelle GG la turlute. GG la turlute, il est assez connu. Il monnaie ses services d'élu local par des turlutes et des parties de jambes en l'air. C'est un amateur d'ailleurs des chandelles des clubs à Partouze. Donc c'est bon à savoir tout ça. Et en fait, on a vu il y a une semaine un témoignage sur Blast d'une femme qui le traite, qui dit clairement, directement à la caméra, c'est ça la vignette de la vidéo qui est sur YouTube, Gérald Darmanin est un violeur. Donc pour moi, c'est pas compliqué. Hassani Hussein, il est là pour cacher les turpitudes de GG la turlute. Attention, il y a le pourquoi aussi, qui est très important, c'est que Hussein est un rare imam, justement, tellement républicain, qu'il a incité beaucoup de musulmans à les voter, voire des fois à les insulter et à les comment te dire, il a été fort dans ses propos pour leur donner conscience qu'il fallait voter. Ça, c'est la première des choses. Mais le problème, c'est que ensuite, il s'est aussi mobilisé, il a fait passer le message pour voter contre Macron. Oui. Et ça, c'est important. Ah, ça, c'est très intéressant. Et là, ils se disent... C'est du nettoyage politique, quelque part. Non, mais écoute bien ce que je veux te dire, parce que c'est très important. Après le premier tour des élections présidentielles, ils sont allés sonder pour dire, alors qu'en France, les stats ethniques et religieuses sont complètement interdites, mais ils contournent la loi et ils ont dit que 69% des musulmans ont voté Mélenchon. Et donc, du coup, après, ça a alimenté leur islamo-gauchisme, tout ça, etc. Sauf qu'ils n'ont pas compris. Si beaucoup de musulmans, certes, il y en a qui adhèrent à Mélenchon, mais si beaucoup ils ont voté Mélenchon, c'était des seuls partis qui n'avaient pas bouffé du musulman. Tout simplement. Il y en a qui n'ont pas été grand loin dans la lecture. Ils n'ont pas fait comme tout le monde, chacun. Je vais voter pour le pouvoir d'achat, je vais voter contre l'immigration, la sécurité, etc. Non, les musulmans, la seule chose qu'ils demandent, qu'ils aspirent, c'est la tranquillité. Qui va nous lâcher la grappe, tu vois? Du coup, qu'est-ce qui se passe après pour les législatives? Sachant que en 2017, quand il gagne les élections, il a aspiré le Parti socialiste, et donc et on se retrouve avec un Fillon à 20%, etc., et un grand groupe parlementaire de plus de 100 députés LR. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait, Macron, avec son côté, soi-disant, je suis ambidex, ma jambe droite, ma jambe gauche, et puis il a fait beaucoup de la droite et de l'extrême droite, avec le séparatiste, il a voulu bouffer du musulman, et du coup, il a fait une OPA sur la droite s'est retrouvée de 20 à 4%, et elle a perdu pratiquement la moitié des parlementaires. Donc ça veut dire qu'en 2017, il a aspiré à gauche, et en 2022, il a aspiré à droite. Parce que quand il s'est mis en posture pour aller chercher à droite, automatiquement, il a perdu son aile gauche, d'accord? Et cette aile gauche, elle s'est retrouvée sur Mélenchon. Tu comprends? Et sur la NUPS, aux législatives. Et ils l'ont tellement mauvaise
d'être aujourd'hui, c'est une forme de cohabitation, puisque comme ils n'ont pas la majorité, ils sont obligés de composer chaque fois avec les autres groupes parlementaires, ben c'est une forme de cohabitation. C'est unique à son genre, on n'a jamais eu ça au sein du Parlement, de cohabitation. Et donc, quand tu as un gars comme Ikoussen, et qui a participé, il ne faut pas lui attribuer tout le mérite, ouais, on a tous participé pour faire tomber Macron quand même, mais qui a un aura et tout ça, ils te disent, il faut couper court à tout ça. Parce que le corps électoral des Français de confession musulmane, il est très important. Alors, à lui tout seul, il ne peut pas prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, ouais, il veut la charia. Mais il ne peut pas la charia. Pour avoir la charia en France, il faut faire 51%. Toi, tu connais, toi, demain, j'arrive, je suis candidat charia. Tu crois qu'il y en a à 51% qui vont voter pour moi? Mais les mecs, ils vont te tirer dessus. Tu comprends? C'est ridicule, c'est ridicule. Ils font des cibles. Donc, quand ils te disent, soi-disant, il veut la charia en France, il veut la charia, l'islam politique, etc. Mais non, parce que déjà, regarde, en plus, c'est là où ils prennent, parce que les journalistes, c'est vraiment des merdes. Ils comprennent rien, ou alors ils font semblant, mais dans tous les cas, c'est zéro la tête à Toto. Déjà, même toi, dans une commune, tu vois, quand il y a des mecs de confession musulmane qui ont gagné des mairies, ils ont dit, oh, les préfets, ils vont les surveiller. Comment ils donnent? Mais ton budget, il est vérifié par le préfet. Et puis, tu as une opposition. Et puis, tu as ci, etc. Tu es obligé de respecter des lois, des règles. Donc, dans tous les cas, même si tu avais la volonté affichée, tu vois, etc., c'est impossible. C'est compréhensible, ça. Ah ben ça, c'est moi, je le vis au quotidien. Hein. Je le vis au quotidien. À Marseille, c'est un désastre. Hein. École musulmane fermée sans aucune raison valable. Aucune. Avec école qui a été félicitée par l'Académie de Marseille pour ses excellents résultats. Parce que dans les écoles privées, les amis, ça travaille. C'est pas l'école publique avec le wokisme et la politique, gender et compagnie, les âneries sociétales américaines. Non, non, eux, ils travaillent. Ils font du calcul, des maths, du français, de l'anglais, de l'arabe, et très tôt en plus. Hein. Donc, et puis les associations LGBT, ils n'y vont pas comme nous dans les écoles publiques, par exemple. Hein, non, c'est vrai. Mais oui, mais à partir du moment, mais les mots ont un sens. À partir du moment où ils n'ont plus voulu faire de l'instruction, mais ils ont voulu faire de l'éducation, alors que l'éducation, c'est les parents, l'instruction, c'est l'école, en gros, on veut façonner les cerveaux. Alors, tu as compris. Alors, les filles, c'est fini le rose, c'est le bleu. Les garçons, c'est fini le bleu, c'est le rose. Et puis, on va créer maintenant, avec la circulaire Blanquer, Françoise, tu peux te faire appeler Rachid. Et Rachid, tu peux te faire appeler Françoise. Et respecter le troisième genre. Donc, maintenant, le violet. Tu vois, on va aller sur le violet. Tu vois, c'est comme ils nous avaient menti sur le mariage homosexuel en disant on n'enlèvera rien aux hétéros. Mais qu'est-ce que vous brochez? Faux. Par un, par en deux. Déjà, tu as perdu papa, maman. Les cadeaux pour la fête des mères, c'est terminé que tu les fais à l'école. La fête des pères, c'est terminé, tu as le truc. Alors, ils sont en train de te dire que soi-disant, les hétéros, ils ont perdu. Les hétéros, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ah non, mais c'est dingue ce qui se passe, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Mais bon, je sais pas. Et là, on en revient au nom de leur système égalitaire, encore une fois. T'as vu? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais bon, là, tout le monde, chers amis, chers auditeurs, vous l'avez remarqué, depuis le début, alors regardez, c'est reparti pour un tour sur le Burkini, hein, c'est-à-dire que le Burkini est en train de déstabiliser un État millénaire, enfin pas l'État, mais une nation millénaire comme la France, ça fait fragile quand même, hein. C'est vraiment très, très fragile. Et en fait, moi, je voulais juste vous montrer une photo que je trouve très parlante. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, la personne au milieu, c'est la France. Vous voyez? La personne devant, c'est Darmanin, devant la France. Et la personne derrière la France, c'est McKinsey, c'est Uber, c'est Alstom. Vous voyez? Pourquoi je vous dis ça? Ben, regardez. Pendant que ces politiciens et ces journaleux vous parlent de ce cirque qui n'a aucun sens, hein. Ils veulent le virer, ils n'ont qu'à le virer, il n'y a pas besoin d'en parler à la télé ou à l'Assemblée nationale, ça n'a pas de sens. Ils en font publicité parce que c'était pour attirer l'attention. Mais c'est pas. Regardez, écoutez, c'est simple. Allumez la télé ces 3 derniers jours, hein, 4 derniers jours. Vous allumez la télé le matin, n'importe quand. Hein, vous allumez, parle d'IQSN. L'après-midi, IQSN, vous éteignez la télé le soir. CNews, BFM, LCI, IQSN. Est-ce que vous les avez vus parler de l'affaire Alstom, 12 milliards d'euros, autant? Non, rapide. Hein, 10 minutes, on passe à autre chose. L'affaire McKinsey, elle est toujours en cours, l'affaire McKinsey. McKinsey, l'État lui donne toujours des milliards. Hein, je ne parle pas que de McKinsey, tous les cabinets de conseil. L'affaire Uber Files, c'est une affaire gravissime où on a vu que Macron, c'était le VRP d'Uber.
VRP d'Uber, c'est plus un ministre, à l'époque il était ministre, le Lancet Gate concernant Pfizer, les scandales de la science trafiquée, etc. Enfin, c'est dramatique. Regardez ce qui se passe dans ce pays. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Fais attention, ce musulman veut te prendre ton cookie, vous voyez, au gilet jaune, qui est en train de crever la dalle, parce que l'inflation, parce que, et on nous parle de quoi? On nous parle de Burkini ou de Hassan Iqiyoussen. Regardez l'état de la monnaie. L'euro a perdu 20% de sa valeur en un an et demi. 20%. Je ne parle pas de l'inflation. L'inflation, c'est une chose. L'inflation... Salim, je peux compléter. Je suis d'accord sur le fait, mais non. Le fait que, comme on vient de battre, et tu as oublié un truc qui est très énorme, il est sorti cette semaine, hein, c'est pour ça que tu l'as oublié. Quoi? On vient de battre encore le record historique du déficit commercial. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on importe plus que ce qu'on exporte. D'accord? Ben oui. Mais quand on a un euro fort et que le marché il est en dollars, les 20%, comme tu dis toi, qu'on avait en plus, ça nous permettait d'acheter 20% moins cher. Mais quand tu as l'euro qui descend, qui est plus faible face au dollar, eh ben, tout le différentiel vient s'ajouter à l'inflation. Ben oui, c'est catastrophique. C'est l'inflation plus la dévaluation qui amplifie l'inflation. Ça fait 30%. L'inflation, elle est à 10. Ouais. Plus non, 20, mais ils te disent 6 maintenant. Attends, les mecs te disent, attends, l'huile, il a doublé. Bon, je ne vis pas en France, je vis en Turquie. Hein, mais bon, j'ai vu tes photos aussi, tout ça, etc. Bon, je vois le prix de l'essence, il a fait 50. Le gaz, il a fait 50. Les pâtes, ils ont éclaté, etc. Et en fin de compte, je dis, mais comment eux, ils arrivent à faire 5 quand tout est à 2 chiffres? Et puis, il sort sur un média le calcul de l'inflation. Et tu sais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ils mettent dans la moyenne, pour calculer l'inflation, le prix de la drogue. Et ils disent que la drogue n'a pas augmenté. Donc, quand tu mets, par exemple, 15% les pâtes et tu mets le chichon à côté à 0, et tu dis, ça ne fait pas 15, ça fait 7,5. Et ils te mettent le matériel médical. Zama, comme tous les Français, ils achètent une IRM tous les jours, un scanner, ils le mettent à la maison, tu sais. Oh, en fait, ça va, toi, ouais, t'as un bon coup, toi, sur l'IRM, ouais, j'ai acheté une IRM la semaine dernière, non, nickel. Oh, et puis, par contre, elle n'a pas augmenté l'IRM, hein. L'appareil n'a pas augmenté. Tu vois jusqu'à où ils nous prennent vraiment pour des truffes. Ah, et autre chose, est-ce que vous savez que, comment il s'appelle, Moscovici, il a rejeté les comptes du budget de Bruno Le Maire parce qu'il est basé que sur du vent. Et c'est un gros article qui a été publié dans le Canard enchaîné de mercredi il y a 3 jours, il y a 4 jours. Donc, en fait, les chiffres sont falsifiés, sont manipulés à l'Assemblée, dans les rapports, etc. Tout est trafiqué, c'est que du mensonge. On s'est pris 600 milliards d'euros de dette avec le Covid et on vous parle nuit et jour de Hassan Iqiyoussen. C'est quand même magique. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde dénigre une décision judiciaire. Alors c'est là que c'est parti. C'est marrant parce que c'est exactement ça. C'est que, attends, c'est illégal. Figaro, hier, ils ont fait 4-5 articles et ils ont invité une truffe, je ne vais même pas retenu le nom de la truffe, là, qui vient dire, en gros, alors en plus, tu vois, moi, j'ai fait une vidéo avant, j'ai dit, putain, c'est génial. Ils ont fait une décision collégiale. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait 3 magistrats au lieu d'avoir un juge unique, tu vois. Donc, déjà, quand il y a une collégiale, c'est quand même beaucoup plus solide comme décision. Bien tu vois, sûr, parce que bien sûr. à 3 cerveaux, tu fais mieux qu'un, tu vois. Bien et sûr. puis, si une personne, tu peux l'influencer, 3, ça devient difficile. Ben, en gros, c'est des islamo-gauchistes. C'est des gens ils se sont vendus. Tu te rends compte, ils remettent en cause même l'intégrité des magistrats. D'ailleurs, tu parlais du Covid tout à l'heure, mais c'est exactement la même chose. Le Covidisme, c'est une religion qu'on n'a pas le droit de critiquer. Il faut faire tout ce que l'État vous dit de faire. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que la justice, c'est ce qu'ils ont fait à Raoult, au professeur Didier Raoult. Didier Raoult, c'est devenu la sommité internationale en virologie, etc., maladies infectieuses, est devenu un charlatan. Là, le tribunal judiciaire, enfin le tribunal administratif est devenu islamo-gauchiste. Alors là, pour le coup, on va pouvoir parler du jugement. Le jugement est limpide. Le dossier est vide. Il y a un seul papier qui a été retenu, un seul mot, une seule intervention vidéo qui a été retenue, c'est sur la femme. Mais là, je voulais rappeler à nos auditeurs
que peut-être qu'ils ne le savent pas, mais le fait de chercher à jeter le discrédit publiquement par acte, parole, écrit ou image de toute nature sur un acte ou une décision juridictionnelle dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Article 434-25 du Code pénal. Et là, on en a discuté il y a 2 jours, je crois, ou 3, je ne sais plus, il y a 2 jours. Et là, tu as eu une réflexion super intéressante. Tu as dit, mais c'est eux les séparatistes. Ils ne reconnaissent même pas les décisions de la justice. Et encore pire, pour Darmanin et tout, oui, attention, respectons la présomption d'innocence, c'est important. Et quand il y a quelqu'un qui fait une diffamation et tout, ils le reprennent. Attendez, vos propos sont un peu durs, ils sont excessifs. Non, non, carrément, j'ai vu RMC, BFM, truc. Le journaliste, c'est-à-dire que déjà, il n'y a pas de contradicteur, tu vois, c'est 100% à charge. Ouais, mais vous vous rendez compte, si les islamistes, ils profitent de l'état de droit pour gagner. Alors en fait, après, il y a ceux qui remettent en cause les juges, il y a ceux qui remettent en cause qu'en fait, il n'y a pas une loi, il faut encore faire encore une loi pour la loi de chez aucun de la loi. Alors que vous savez qu'il y a une inflation de lois en France qui est catastrophique. Les lois sont très mal, il y a un bouquin qui vient d'être édité, les lois sont mal écrites, elles se multiplient, elles sont inapplicables, c'est une catastrophe. Plus il y a de lois, moins il y a de lois en fait. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, voilà. Alors, le Figaro qui met, pour Pierre-Marie Sèvres, cette décision révèle une nouvelle fois la mainmise des juges sur la politique en France. Et qui décide en dépit de la volonté nationale, et de la gravité de la situation. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il est en train de mettre le Figaro avec ce trou de balle là? Parce que vraiment, j'ai la haine quand je dis ça. Il te dit, c'est déjà révélé une nouvelle fois la mainmise des juges sur la politique. Non. Le politique fait la loi, et le juge l'exécute. C'est tout. Voilà. Donc, quand il donne ce qu'on appelle une décision motivée, en droit, il te dit oui, parce que, ou non, parce que. Donc, c'est net, clair et précis. Quand les magistrats, ils disent sur la partie séparatiste, benladiste et tout est quanti, ils disent il a apporté 0 élément. D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les magistrats? C'est eux-mêmes, ils vont les trouver où? D'accord. Ils vont demander au Père Noël. Ensuite, il dit une fois la mise en France, qui décide en dépit de la volonté nationale et de la gravité de la situation. Donc, en gros, pour lui, parce qu'une majorité des Français qui disent qu'il faut mettre dehors les imams étrangers qui tiennent des propos, tu vois, etc., pas terribles, eh bien, sous prétexte que les Français sont pour ça, les juges, ils doivent suivre l'opinion publique et non pas la loi. Non, mais attends. Non, mais le pire, c'est que les juges, ils suivent les lois votées par les députés élus par le peuple. Donc, et ils terminent de la gravité de la situation. Mais quelle situation? Et en France, c'est très clair. Tu violes une loi, d'accord? Tu es poursuivi au pénal, d'accord? Voilà, tu es poursuivi. Voilà. Le mec, il a été poursuivi sur rien. Rien et rien. Et même des propos qu'il lui reproche, il a dit il y a 18 ans. Tu comprends ce que je veux te dire? Et l'autre, il est en train de te dire que la situation est dangereuse. Et les propos, je te rappelle qu'en 2012, il a renouvelé sa carte de séjour. Et la plupart des propos qui lui objectent aujourd'hui, c'est les propos qui ont été antérieurs à 2012. Alors là, lisez l'article 7, là, enfin pas l'article, mais le paragraphe 7 de la page 4 du jugement. C'est simple, hein. Cependant, les motifs retenus ne sont étayés par aucune pièce versée par le ministre, alors que le requérant produit, lui, le requérant, de nombreux échanges de mails adressés à des fidèles, les invitant à respecter les institutions de la République, notamment judiciaires, et à participer aux processus électoraux, etc. C'est-à-dire que ils l'ont attaqué sur des sujets, alors soit, comme vous le voyez en haut, sur par exemple l'antisémitisme, il a tenu des propos genre il y a 20 ans, il y a prescription depuis 19 ans, et donc il ne faut même pas en parler, ça n'a pas de sens. Donc il ne peut pas être jugé là-dessus, il peut dire ce qu'il veut il y a 20 ans, vous ne pouvez pas le juger, donc il va gagner au tribunal. Donc si tu veux vraiment faire le cacou, tu veux l'expulser, ramène un dossier solide,
puisque c'est un danger public, normalement, le dossier, il doit faire au moins 10 cm d'épaisseur, avec des procès, des constats d'huissier, des verbatim, des centaines de vidéos où il appelle à tuer des gens. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Et ils produisent rien. Ils produisent rien. Et attends, pire, aujourd'hui, pour se défendre, ils disent ouais, mais les magistrats ne savaient pas, mais a priori, et ça, c'est Darmanin qui a lâché l'information, qu'il était fichier S depuis 18 ans. En fait, quand ils te disent fichier S, tu sais, c'est comme si. C'est sorti hier, ça. C'est sorti hier. Non, comme si c'était une décision de justice de condamnation. C'est 18 mois, hein. Tu as dit 18 ans, je crois, c'est 18 mois. Hein. 18 mois, ouais, 18 mois. 18 mois qu'il a une fiche S. Mais qui fait la fiche S? Mais c'est ta police qui le fait. Mais moi, je sais pas si je suis sûr d'être fichier S. Tu peux être fichier S, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces fichiers S? Il y en a plein. Et mais en plus, c'est plus rigolo, parce qu'en principe, quand tu es fichier S, tu ne le sais pas. D'accord? Ben maintenant qu'il le sait, il va attaquer l'État avec la fiche S pour la faire enlever. Ah oui. Mais voilà. Ben, il va la faire enlever, du coup, maintenant. Tu comprends? D'ailleurs, c'est très inquiétant parce que la fiche S, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est surveillé de très près. S'il est surveillé de très près, pourquoi ils n'ont pas mis au tribunal? Pourquoi ils l'ont pas traîné au tribunal avec qu'ils ont récupéré depuis 18 mois? Logiquement, il y a des mecs qui font que ça. Ils s'occupent que de lui et de son entourage. Et il n'y a rien. Donc, c'est complètement absurde. D'où qu'on prenne cette affaire, elle est absurde, en fait. Elle est complètement… Par contre, Salim, moi, tu sais, il y a un truc que, hélas, personne en parle. Moi, j'ai travaillé pendant quand même 20 ans dans un service public. Et qu'est-ce que c'est être un agent de service public? Les fonctionnaires, notamment des services des renseignements territoriaux, enfin, toute la machine, vous êtes, des serviteurs de l'État. Et en aucun cas des serviteurs du politique. Et vous avez, en plus, dans le droit des fonctionnaires, ce qu'on appelle le droit de retrait. Pourquoi vous participez à toute cette machination purement politique électoraliste pour que le ministre de l'Intérieur se fasse briller quand la France brûle? Parce que la France, elle brûle sur l'insécurité. Et en même temps, concomitamment qu'il nous sort du Ikuchen, il nous dit ouais, vous avez vu l'immigration? Il y a 7% des 19%, ce sont des étrangers, j'ouvre le débat en septembre, encore une nouvelle loi, etc. T'as vu? Mais ça fait combien de temps que tu es ministre de l'Intérieur? Et ton patron, Macron, il entame sa 6e année au pouvoir. Tu en as fait des lois. Toi, tu as soutenu Sarkozy avec son cas. Oh, tu étais le sbire, tu portais les bouteilles d'eau de Sarkozy. Je vais nettoyer la France au Karcher. Vous voulez que je vous en débarrasse, ces racailles? Je vais vous en débarrasser, etc. Loi sur loi, loi sur loi, loi sur loi. Est-ce que les Français se sentent plus en sécurité et qui ont moins de problèmes d'insécurité avec toutes les lois qui nous ont chié les uns après les autres? Non, parce que quand tu fais la loi, en fait, pour eux, tu fais l'agitation, tu fais croire que tu as agi. Sauf que la loi ne fera pas faire en sorte que tu auras plus de policiers. Quand tu vois de partout où ils ont fermé les commissariats, quand ils ont baissé même le niveau des policiers, avant, pour être OPJ, il fallait être officier. Il fallait passer le concours des officiers pour être OPJ. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, Pinot, simple flic, gardien de la paix, en montant en état-major, il peut être, lui, OPJ. D'accord? Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à l'époque, quand tu embauchais, c'était inspecteur, on n'appelait pas officier à l'époque, tu vois, on n'appelait pas lieutenant, capitaine, commandant, on les appelait inspecteurs, tu te rappelles? Pour les plus anciens, inspecteurs de police ou gardiens, tu sais. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça. Alors, du coup, ce qui s'est passé, ils ont dit les commissaires coûtent trop cher et trop truc, on vire les commissaires. Avant l'inspecteur, enfin, l'OPJ lieutenant, hop, on le met au niveau du travail du commissaire de police. Et puis le gardien, il devient OPJ. Mais sauf que le problème, c'est que le niveau est tombé à 0 à la tête à Toto aussi. Moi, j'ai vu des PV d'OPJ avec un nombre affolant de fautes. Bien oui. C'est choquant, c'est gravissime. Hein. Franchement, c'est grave. Hein. Parce qu'un OPJ, en fait, c'est pas l'orthographe tant qui compte, c'est plutôt la syntaxe et le. Oui, la formulation. La formulation, elle peut changer si tu mets une virgule au mauvais endroit.
si tu utilises le mauvais temps, ça peut faire effondrer un dossier. L'enquête, c'est compliqué, il faut suivre la procédure. Et l'information est tellement faible, elle est tellement faible. Je te donne un exemple. Une fois, je vais au commissariat et je lui dis j'ai déjà tout préparé, je vais déposer une plainte pour escroquerie au jugement. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire escroquerie au jugement, mais etc. Et là, il me fait voilà. Non, monsieur Gazi, ça me dépasse là. Franchement, vous savez que vous maîtrisez mieux que moi là-dessus. Oh, allez directement, déposer directement au parquet. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé avec mon élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. J'ai fait la place de l'OPJ, j'ai fait le travail à la place de l'OPJ. Voilà, ma pièce numéro 1, ma pièce numéro 2, ma pièce numéro 3, ma pièce numéro 4. Voilà, j'ai repris, tu vois, et j'ai mis au parquet. Tu comprends? C'est grave. Donc, ça te prouve attends, au nom de l'égalité, avant, il fallait faire minimum 1,65. Ben, au nom de l'égalité, ils se sont fait taper. Maintenant, tu ne peux plus le faire de mesure. Donc, en gros, tu as un nain, tu as le mec qui travaille à Fort Boyard, là, comment il s'appelle? Passepartout. Ben, Passepartout, il peut être flic. Voilà, Passepartout va être flic. Et au nom de l'égalité à la con, on a embauché de plus en plus de gonzesses. Désolé, les femmes, je vous aime bien, mais quand tu as un mec qui est comme ça, qui fait 1,90, qui fait 5 kilos et qui s'amuse à faire du MMA dans le quartier, parce qu'ils adorent que les sports de combat, vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils font de l'aérobique, les mecs, dans les quartiers, les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et qui est sous stupéfiant en plus. Ouais, d'accord. Et l'autre, tu vas arriver avec s'il vous plaît, vous arrêtez, etc. Le mec, il va éternuer, il va te mettre une baffe, il va te coller. Non, mais tu comprends? Alors que moi, j'ai toujours dit qu'il faut, au contraire, comme moi, je l'ai connu, parce que j'étais cadre au département sécurité à la RATP, à l'époque, on crée le GIP en 91. C'était il fallait faire que du sport de combat, que des frappeurs, que des mecs, bababoum. À l'époque, ils parlaient de reconquête déjà du territoire du métro parce qu'il y avait trop de narcotiques, etc. Ben, je peux te dire que le nettoyage, il a été fait. Hein. Mais boum, bim, bam, boum, bam, boum, bam, boum. Là, les mecs, tu te rends compte, même tu te rends compte à Marseille, là où tu vis, où il y a des mecs qui font des checkpoints. Il n'y a personne. Et les flics, ils ne vont même pas. Arrêtez de me dire que les flics sont courageux. Ils se chient dessus. Le mec, tu crois qu'il a envie de se prendre un coup de plomb pour 1600 balles par mois? Oh. Et puis, il n'a pas été formé à la castagne. Il n'a pas D'ailleurs, été... en parlant... il est formé en 8 mois. En 8 mois, mais si tu n'as pas des capacités déjà avant de rentrer. Mais imagine-toi, pour ça aussi, quand les mecs ils tirent. Salim, tu as des mecs, il y en a qui sont rentrés dans la police, ils n'ont jamais pris une baffe. Il y en a qui n'ont jamais pris une baffe dans leur vie. Ils ne sont jamais battus. Tu arrives, tu vas en formation et tu crois qu'au bout de 6 mois, tu vas être. Mais il y en a qui, tellement ils se chient dessus, qu'ils prennent l'arme et ils tirent. Moi, je te le dis de suite. Mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à Paris. Alors que si tu dis, oh, vous devez justifier de 4-5 ans de sport de combat, déjà l'approche, les mecs, quand ils voient les jeunes, ils n'ont pas peur. Tu vois, les mecs, il est serein, il sait qu'il peut envoyer, etc. Tu comprends ce que je veux te dire? Et la sérénité calme le jeu aussi. La sérénité calme l'adversaire en face. Il n'a pas peur. Parce que le mec en face aussi, quand tu fais Cagagnou, quand tu as la gastro, il le voit. Il le voit. Quand ils en arrivent à taper des flics, c'est qu'ils estiment qu'ils vont pouvoir lui mettre le compte. Bien sûr. Et tu comprends ce que je veux te dire? Bien sûr, bien sûr. C'est une évidence. Voilà, mais s'ils sentent que s'ils bougent, ils vont manger, tu crois qu'ils vont bouger? Ils ne vont pas bouger parce qu'ils n'ont pas envie de manger. Complètement d'accord. D'ailleurs, le point 8, pour revenir au jugement, quand il lui dit il appelle à la haine, en troisième lieu, le ministre lui reproche de se positionner en défenseur de la cause musulmane. Comme si, d'abord ça, je sais pas, je savais pas que ça pouvait être un reproche, défenseur de la cause musulmane. Bon, de tenir. Il a raison, ils ont raison, il faut des chialgomis, il faut des mecs pour chier sur les musulmans, tu comprends bien? Ouais, mais c'est juridiquement, ça tient pas la route. Non, on parle pas juridique, on en rigole. Le mec, il est imam et on lui reproche de défendre les musulmans. Voilà. C'est dingue. Il faut pas le procès. Attends, il ne faut pas le procès au CRIF de défendre les juifs. Et les prêtres de défendre les catholiques. C'est normal. Moi, je vais plus loin pour le CRIF. Ça ne les empêche pas d'aller dans cet espace communautaire et se mettre tous à plat ventre, tous les politiques dans un espace communautaire. Oui, non, le CRIF, c'est politique. Moi, je parle des prêtres et des rabbins. Oui, on est d'accord. Le CRIF, ça n'a rien à voir. C'est un lobby politique où tout le monde doit passer, expliquer qu'il
qu'il est, comment dire, soumis au lobby. Je crois que là tout le monde l'a compris. C'est un espace consulaire. C'est un espace consulaire, on est d'accord. Non, mais je veux te dire, mais le CRIF, et ça, je peux au moins le saluer, s'il y a un juif qui est victime de quoi que ce soit, il lâche pas le morceau, ils vont se faire, ils vont combattre, désolé. Mais ils défendent les intérêts des juifs. On l'a vu sur l'affaire de la mamie, là, etc. Et même des fois, quand c'est pas un acte antisémite, ils veulent absolument que ça soit antisémite. Tu vois, Non, mais tu imagines. Voilà. C'est-à-dire que, attends, Golnaden, Elisabeth Lévy, tous les sionards qui sont sur les plateaux, quand ils attaquent les magistrats qu'ils n'avaient pas retenu le fait que la circonstance aggravante du fait qu'elle était juive et donc c'était un antisémite alors que c'était un toxicomane, le mec. Il entendait des voix. Il entendait des voix. Ouais, voilà. Et eux, ils ont attaqué les magistrats et les politiques ont soutenu de la pression du CRIF. Ils ont soutenu, non pas les magistrats, ils ont soutenu les dires du CRIF et des Golnaden et compagnie. Tu te rends compte? Et ces mecs-là, ils sont sur les plateaux à cracher sur Ikoussen. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais c'est là que tu te dis, mais Français, ouvrez les yeux, mais Français, réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Je finis juste la phrase: de tenir des discours complotistes et d'encourager à la violence et à la haine. Eh bien, la dernière ligne, il n'établit pas davantage, le ministre, que M. Iqiyoussen aurait apporté un soutien public à Oussama Ben Laden. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve. Sur les plus graves accusations, il n'y a aucune preuve. Sur le point 9, il y a quelque chose qui m'a étonné, mais je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. C'est une vidéo qu'aurait tournée M. Iqiyoussen concernant la femme dont la place serait dans sa cuisine. Ça, franchement, c'est... Non, mais toi, tu rigoles. Tu es d'accord avec moi? Tu rigoles. Mais tu peux en rire, tu peux dire que c'est une connerie, mais je ne vois pas en quoi ça participe contre l'inégalité que les femmes subissent. Excusez-moi, quand en France, les entreprises publiques, il n'y a pas une parité dans les conseils d'administration, quand dans les retraites, femmes-hommes, il n'y a pas de truc, c'est la faute de Iqiyoussen? Non, là on parle en droit. Après lui, il est dans une philosophie de société. Moi, le premier, j'ai été ma première femme, elle travaillait, elle m'a pas fait un œuf au plat, je l'ai licenciée, j'en ai pris une nouvelle, elle fait à manger, je ramène l'oseille, etc. Donc, est-ce que j'ai la liberté de pouvoir choisir, comment te dire, et d'assumer, parce qu'il ne suffit pas de vouloir, il faut assumer aussi, de dire que moi, la femme, elle ne travaille pas, ma femme. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, mais moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. On a le droit. Le père Le Pen, qui avait dit quelque chose de très intelligent, il avait dit si on donnait un salaire aux mamans pour éduquer les enfants, on aurait besoin de moins de policiers à embaucher. C'est juste, ouais, c'est juste. Mais il a été condamné pour d'autres faits, mais là-dessus, il n'a jamais été poursuivi. Non, mais c'est juste, hein, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais attends, mais écoute, est-ce qu'on a le droit surtout les jobs pourris des miséreux qui se lèvent à 6 h du matin pour faire, elle prend 2 heures de RER pour aller faire les bureaux du centre-ville de la Défense et qu'elle repart et elle revient le soir pour faire d'autres bureaux. Et ça, alors que le petit, ils sont déjà dans des endroits en difficulté où l'école n'est pas terrible, ils n'ont pas les moyens d'avoir des cours supplémentaires et voilà. Donc ça, c'est une évidence. Hein. Comment dire, la présence des parents qui vont suivre, d'ailleurs, en étant présents, les devoirs s'ils ont été faits ou pas. Non mais Salim, c'est une évidence. Salim, entre nous, franchement, une femme normalement constituée, tu crois qu'après 2 mois avoir accouché, tu crois qu'elle le fait par plaisir d'aller retourner travailler? Est-ce que tu penses qu'une femme normalement constituée, elle n'a pas envie, elle préfère aller au charbon, travailler, se taper les collègues, les mères, tout ce que tu veux, etc., les transports, etc., que de s'occuper de son fils? Elle prend un vilain plaisir de le mettre à la crèche ou chez la nounou, entendre son enfant pleurer parce qu'il est déchiré de ne pas voir sa mère. Elle est contente, la mère? Une mère normale, elle est contente de ça? Donc, non, mais là, moi, je suis d'accord avec toi. Je partage le même avis. Mais après, attention, chacun est libre. Si une femme te dit, moi, je fais peut-être même 10 ans de pain et ce que je veux, c'est travailler 15 heures par jour, mais c'est ta vie. C'est ta vie, c'est ta liberté. Exactement. Voilà, sauf que
sa position n'a rien à voir avec la position de l'islam. J'en veux pour preuve Khadija, radiyallahu anha, la femme, première femme du prophète. C'était sa patronne. C'est de 15 ans son aînée, qui était sa patronne. Oui. Et sa patronne, puisqu'il travaillait pour elle et qui était très riche. Et Aïcha était une juriste. Aïcha était une grande juriste. C'est une grande businesswoman. D'ailleurs, au passage, l'homme, l'islam protège le business de la femme, puisque l'homme n'a pas le droit de piocher dans l'argent du business. Ou de regard. Il n'a pas le droit de regard, exactement. Il doit s'occuper de tout et de ne pas s'occuper du business de sa femme, etc. Donc, j'ai pas trop compris son truc. Franchement, j'ai pas trop compris. Après… Non, mais même, c'est pas condamnable. Tu comprends? Je veux dire, ça mérite expulsion parce que le mec, il a dit ça. Oh, putain. Oh, tous les Français, tous les gens, ils disent des conneries tous les jours. T'as pas le droit de dire des conneries? Ah ben justement, si tu permets, maintenant qu'on a fait le tour du jugement, on a démontré qu'il n'y avait rien, etc., et que c'était très léger, maintenant, on va revenir sur les écrits de Gégé Laturelutte. Tu es d'accord? Voilà. Alors, il y a des juifs qui l'ont accusé d'antisémitisme dans son livre « Le séparatisme islamiste manifeste pour la laïcité », publié en début 2021, dans lequel on peut lire « Certains d'entre eux, les juifs, pratiquaient l'usure et faisaient naître des troubles et réclamations ». C'est-à-dire qu'il parle de ce qui s'était fait par Napoléon il y a 2 siècles et il approuve que, il le dit tranquille, les juifs pratiquaient l'usure, c'est-à-dire ils appauvrissaient les gens et faisaient naître des troubles et des réclamations. Et ça lui a été, vous irez sur le blog Mediapart, vous tapez les 3 mots-clés et vous allez tomber sur ça. Gérald Darmanin, concernant le mariage pour tous en 2013, il en a 50 000 de tweets. 50 000. Il dit, même là, je me dépêche, je veux rejoindre la marche pour tous. Eh bien, écoute, faut-il accepter sous prétexte… Alors, mariage homosexuel et adoption par les homosexuels, faut-il tout accepter sous prétexte que la société évolue? Quelles sont ses valeurs républicaines? Ensuite, il va plus loin. Si je suis maire de Tourcoing, je ne célébrerai pas personnellement le mariage entre 2 hommes et 2 femmes. C'est un factieux. C'est un séparatiste. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne veut pas mettre en application les lois de la République. Alors, on peut aller encore… Mais c'est pour celui-là, tu te rends compte? Et donc, c'est lui le séparatiste. On est d'accord? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est gravissime. Un musulman, il aurait dit ça, il aurait été pendu. Hein. Alors, non. Toi excuse-moi, tu es un peu extrémiste, tu vas trop loin. Mais le musulman, il n'a pas besoin de dire ça pour qu'on le poursuive. Mais même quand il dit rien, on lui dit qu'il a dit. Tu comprends ce que je veux te dire? Toi, tu es trop un extrémiste. Toi, tu veux qu'un musulman il puisse dire quelque chose. Mais je suis naïf, Mourad, je suis naïf. C'était naïf. C'est le fait de rien dire là-dessus qu'on te dit, on te fait un procès natation. Justement. On va te dire islamo-gauchiste, islamiste, islam politique. Oh, mais islam politique. Ils ont inventé un mot pour ça. Ils ont inventé le mot taquilla, Mourad. Ils ont inventé le mot taquilla pour ça. Et d'ailleurs, ils adorent ça. Ils me font rire là. J'ai vu Régis Le Sommier ce matin sur CNews où il disait, je vous jure que c'est vrai. Écoutez, hein, alors la taquilla, c'est quoi? La taquilla, c'est cacher sa religion, dire que vous n'êtes pas musulman pour sauver votre vie, en fait, votre peau, dans un lieu hyper dangereux pour vous. Donc, ou sinon, vous êtes musulman de nom, mais vous n'êtes pas pratiquant. Vous faites semblant d'être distant par rapport à la religion. Alors que là, on a des gens qui veulent pratiquer leur religion, qui demandent des mosquées ou des écoles privées, qui demandent des droits égaux avec tout le monde, et on les traite de taquilla. C'est exactement l'inverse. Quand on veut construire une belle mosquée parce qu'il y a des fidèles, c'est pas de la taquilla, c'est de l'application, c'est de la pratique de sa religion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça me rappelle l'histoire de l'autre là, Hervouet, qui expliquait que c'est Hervouet, l'autre qu'il y avait plus d'huile, il y avait plus de huile de tournesol parce que les musulmans pendant le Ramadan, ou pendant l'Aïd, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je pense, hein, Hassan Iqouissan, on se connaît pas, mais franchement, à mon avis, c'est toi qui as caché toute l'huile, la mayonnaise. Rends-la, s'il te plaît, parce que là, rends l'huile. Rends-lui. Rends-lui. C'est pas possible. Ça va trop loin. Comme a dit ma mère, mets de l'huile. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Après, écoutez, justement, on va parler des rayons halal. Regardez Darmanin, ce qu'il a dit il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, hein, 2020. Je n'ai pas un mot à retirer sur mes propos parce que monsieur était choqué de la présence de rayons kasher et halal dans les grandes surfaces. Ça,
Mais ça relève franchement, les amis, de la psychiatrie. Ça n'a aucun sens. Parce que là, pour le coup, le rayon mexicain, on fait quoi? C'est un rayon séparatiste, le rayon tacos, le rayon enchiladas. Le guacamole. Le guacamole, c'est quoi? C'est une pâte explosive? C'est quoi le truc? C'est ridicule. La sauce piquante thaïlandaise, le riz basmati, le riz thaïlandais, les sushis sushi. Mais on peut aller plus loin. Dans le rayon boxe ou le rayon, comment on appelle ça, natation de Décathlon, c'est un rayon communautaire, c'est interdit ça aussi. Comment? Il y a des nageurs qui ont leur propre rayon chez Décathlon. Tu te rends compte? C'est un complot. Ça, en fait, c'est pathétique parce que là, on se retrouve à parler de sujets qui n'ont ni queue ni tête et pendant ce temps, l'euro s'écroule. Les gars, les amis, écoutez-moi, dans 6 mois, les boyards de Fort Boyard, ils vaudront plus que les euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est grave. Et de quoi on vous parle? On vous parle de Burkini et de Meskin Hassani Hussein. Pendant ce temps, ils sont en train de vous faire les poches. Et attends, tu sais qu'il y a une escroquerie majeure qui vient de sortir, une escroquerie majeure. C'est que, d'une part, tu as le gouvernement qui, soi-disant, dit il augmente les retraites au niveau de l'inflation, ce qu'il faut. Parce que, alors, je te dis, même la fausse inflation qui déclare, parce que là, il déclare 6. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vois, il déclare 6. Tu augmentes de 3 ou de 4. Tu es déjà en dessous. Tu en perds déjà 2. Mais les smicards, on n'en même parle pas, ils n'ont rien eu. Ils ont eu 3 cacahuètes et une pirouette. Mais les impôts, ils ne vont pas augmenter de 6% le tarif pour chaque tranche. Tu comprends ce que je veux te dire? Et donc, si par exemple, tu as ton patron qui te donne 6%, c'est-à-dire l'inflation, c'est-à-dire que tu es à salaire constant. En pouvoir d'achat, tu es en salaire constant parce que tu es à 6%. Mais si, au niveau des impôts, ils n'augmentent pas les tranches chacune de 6% à la hauteur de l'inflation, le peu que tu as eu pour équilibrer, pour amortir l'inflation, mais ils vont te le bouffer en impôts en plus. Et en octobre, tu as la surprise. T'as compris? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est belle, celle-là. C'est dramatique. C'est dramatique. Et attends, il y a un autre artifice qui est là, qui me fait rire. C'est que, tu as vu qu'ils ont dit, bon, 2023, il y a l'Ukraine, donc la rigueur budgétaire, bon, on va attendre 2024. Bon, encore une année de transition. Tu vois, on fait une année de transition. Mais attention, en 2024, il faudra serrer les boulons, etc. Donc, en gros, on est à peu près à 6 points de déficit. Déjà, le gouvernement, dans son budget prévisionnel, il tablait sur une belle croissance cette année. Ben, la croissance laisse tomber. Donc, ça veut dire déjà à la fin de l'année, on va avoir encore plus de dettes et plus de déficits, puisqu'ils ont comment te dire, anticipé une croissance qu'il n'y a pas. D'accord? Donc, déjà, tu prends ton trou. Mais après, comment ils vont chercher les 60 ou 80 milliards qui manquent pour avoir un budget équilibré? Je t'annonce la couleur. Ben, Hollande, il a été très simple. Et je te rappelle qu'il était son ministre d'économie à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé de 12 milliards aux collectivités territoriales la dotation de l'État. Bon, je traduis en français. Qu'est-ce que c'est la dotation de l'État? Il faut savoir que les collectivités territoriales, elles n'ont pas des rentrées, leur budget, elle ne le fait pas sous des rentrées propres, c'est-à-dire des propres taxes. Non. Il y a un petit peu qui viennent directement chez eux et tout le reste, c'est l'État qui vient leur donner leur budget, d'accord? Voilà, ce qu'on appelle la dotation aux collectivités, aux mairies, aux départements, régions, etc. Mais quand tu arrives et que tu leur dis, je te baisse par exemple de 10, 15 ou 20 milliards, mais la mairie, elle a par exemple 60% de masse salariale à payer, ce qu'on appelle le fonctionnement, et puis après, ce qu'on appelle l'investissement. Donc, elle va se retrouver, par exemple, si elle avait, je dis n'importe quoi, 100 millions, tu lui coupes, par exemple, 10 ou 15%, elle se retrouve avec 85 millions. Quid des 15 millions? Donc, l'investissement, terminé. Mais par contre, qu'est-ce que tu fais pour le fonctionnement? Eh bien, tu augmentes les impôts. Et donc, ce que tu ne récupères pas, c'est pour ça qu'il me faisait rire que ça taxe d'habitation, ben, les propriétaires, ils vont déguster. Bon, ils dégustent déjà, hein, ils prennent plus que l'inflation, hein, ça fait des années. Hein. Eh bien, ça va éclater encore. Éclater. Des écoles en très très mauvais état, des routes en très mauvais état. Les égouts à Marseille, je te jure, ça pue les égouts dans plusieurs quartiers de Marseille depuis au moins 2 ans.
Et pas qu'au Depuis 2 ans. Et attends, tu sais où? Je te jure, c'est vrai, hein, à Castellane, la place Castellane. C'est au début du Prado, les quartiers chics, quartier sud. Ça, et à la place de la préfecture, je ne sais plus comment ça s'appelle, au début de la rue Saint-Féréol. Ça pue les égouts. Alors que ça n'existait pas, ça, avant. Faites le boulot. Ils ne font pas le travail. Et ça, on l'oublie, vous voyez. Alors, dernier rappel, puisque Gégé Laturlute, il adore rappeler des trucs sur IQSN, ben on va lui rappeler aussi, ça c'est Jean-Baptiste Fauré dans La République des Apparatchiks, c'est un très bon journaliste d'ailleurs, qui fait de très bons livres, où il rappelle la proximité de Darmanin avec Christian Van Est. Christian Van Est qui est un homophobe, mais spectaculaire. Il avait été condamné en 2004, je crois, et c'est là où Darmanin le rejoint, malgré sa condamnation en première instance. Il sera relaxé en appel en 2008, je crois. Mais malgré ça, comme vous pouvez le lire, hein, vous referai... Vanès qui était un catholique de chez Boutin, en fait. C'était un mec qui était dans le courant c'est un vrai catho, dur, bien dans voilà, droit dans ses bottes, il est carré, il assume tout, absolument tout. Même si parfois, Vanès, je préfère, il y avait un côté un peu excessif, etc. Mais moi, je serais toujours proche des catholiques que des laïcards, que des bouffeurs de curés. Hein. Ah, mais ça se dit même pas. Moi, je serais toujours plus proche des juifs et des catholiques que des laïcards. Ça se dit, c'est une évidence. Moi, j'appelle ça les laïcistes intégristes. Voilà. Les laïcards extrémistes. Parce que, les laïcards extrémistes. Tu sais, c'est salopard, tu sais. Moi, j'ai fait des tonnes de séminaires, j'ai fait des tonnes de réunions, je la connais par cœur, la laïcité. La laïcité, c'est une loi d'équilibre. Elle est, je te jure, quand tu vois les débats parlementaires, ça n'a rien à voir avec leur pipi caca d'aujourd'hui. Hein. Les débats parlementaires à l'époque d'Aristide Briand et tout ça, il faut voir le niveau du schmilblick. Et donc, c'est un niveau d'équilibre et que, honnêtement, il est pas mal. Il est pas mal parce que, à toi, la politique, la vie de la cité, à moi, la religion, la vie spirituelle. Sauf que, actuellement, ces laïcards, ils veulent non plus respecter la laïcité avec cette séparation, ils veulent que le politique revienne en fait sous domination, vienne dominer le fait spirituel. Et les mêmes qui nous disent laïcité, laïcité, c'est eux qui ne font parler que de religion. Mais si la religion, elle te dit tu mets un sac poubelle, c'est pas ton problème, c'est la séparation du poubelle. Elle met un sac poubelle. Si, tu comprends ce que je veux te dire. Mais quand le politique, en plus, dit oui, mais c'est des mauvaises interprétations. Alors là, carrément, ils deviennent des imams, des chours, ils deviennent des grands savants, etc. Attendez, moi, j'ai lu le Coran. Je sais, quand ils me disent ça, mais les mecs, c'est des malades mentaux. On a des savants, des mecs qui passent 30 ans à éplucher chaque biblique. Et toi, tu viens, tu me dis que tu as regardé ça comme si tu allais regarder, lire le Coran, comme si tu allais lire, je sais pas, une bande dessinée. Non, mais vous avez pété un câble. Mais donc, pour moi, l'extrémisme laïcard, c'est pas l'athée, attention. C'est celui qui veut la mort du religieux. Il faut le dire. Ils veulent la mort. Et ils ont eu la peau des chrétiens. Ils ont eu la peau des catholiques. D'ailleurs, ils le disent. On a réussi à bouffer du curé. C'est pas pour qu'ils sortent des musulmans. D'accord? Et c'est ça qui les horripile. Et eux, ils te disent toujours l'espace public. Ouais, mais attendez, en France, c'est le pays de la laïcité. Mais tu sais que le problème en France aussi, c'est qu'il y a un sacré lot de bourricots quand même. Hein. Et attends, moi, j'ai vu des cadres. Attends, je te parle pas des mecs du PMU, tu vois. Tu as des mecs, soi-disant, c'est des lettrés. Et qui te disent, oui, mais attendez, dans la rue, la France, c'est un pays laïque. Non, tu n'as rien compris. Laïque, ça veut dire quoi? Putain de ta race. Ça veut dire tout simplement que le religieux ne vient pas dans la politique. Ça ne vient pas dans la pratique des Français. On parle de politique. La laïcité, c'est purement politique. Parce que pour rappeler les choses, avant, l'instituteur, c'était le curé. Vous le comprenez, ça? Mais c'était ça. Et que l'Église avait le poids de l'Église dans le débat public. Et que les écoles, elles étaient sous domination de l'Église. Mais voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais moi, se sépare. Moi, ce qui me fait vraiment, ce qui me donne la nausée et qui me dégoûte au plus profond de moi, que c'est deux points, très simples.
c'est quand on voit ces moralisateurs, parce que c'est des moralisateurs, ils viennent, ils nous parlent tous de valeurs de la République, hein, les grandes valeurs de la République. Et toujours que ça, ils n'ont rien à dire, ils disent que ça. En fait, quand il y a Polanski ou Woody Allen, violeur d'enfants, avec... Non. C'est antisémite ce que tu dis là, c'est antisémite. Je peux pas te suivre là-dessus. Je peux pas te suivre. Non, tu peux pas. C'est quoi le rapport avec l'antisémitisme? Mais c'est ce qu'ils te disent. Attends, écoute-moi. Non, mais c'est ce qu'ils te disent. Non, mais tu sais que tu le mec, ils l'ont mis à la tête des Césars. Ça fait scandale. On lui donne des médailles. Le ministre de la République vient le défendre contre la justice française en expliquant que si la justice, parce qu'il avait été mis en prison en Suisse, je sais pas quoi, une histoire à Gstaad et tout, enfin, un truc mais immonde. On les accueille, on les met sur des piédestals, on leur donne des médailles, des croix de la Légion d'honneur, ça passe, tranquille. Par contre, là, quelqu'un, ils sont même pas capables de prouver quelque chose, c'est mort. Deuxième bidule, on va aller encore plus loin puisqu'il parle d'islamisme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est Macron qui serre la main au boucher d'MBS. Le mec, il a mais sois précis, il faut que tu sois précis là-dessus parce que les Français musulmans ne le savent pas. Mais bon, je veux dire, j'ai pas l'arithmétique précise, mais je pense pas me tromper quand je dis que 95% des musulmans de France et même à la rigueur même du monde détestent ces mecs, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Parce que là aussi, quand ils nous disent charia, ouais, mais ils ont qu'à aller dans leur pays appliquer la charia, Il n'y a aucun pays musulman qui applique la charia. Et ce qu'il fait lui en Arabie Saoudite, ça s'appelle du charia. Pas la charia, ça s'appelle du charabia. Vous comprenez ce que ça veut dire le charabia quand même? Voilà, c'est ça. Ce mec-là, il n'y a rien d'islamique dans ce qu'il fait. Rien. Mais toi qui es en Turquie, il a découpé quand même Jamal Khashoggi, le journaliste de Washington Post. Il a découpé et puis il a fondu après, à l'acide. Hein. Ils l'ont fait disparaître, normal. Et là, Macron lui serre la main. Qu'en est-il? Là, ils ont signé des accords, ils vont envoyer la police au Qatar, 6500 morts dans les stades du Qatar. Donc, c'est eux qui choisissent, en fait. C'est eux qui choisissent où elles sont les valeurs de la République, où elle est la morale, ou l'éthique, ou l'humanisme, à partir de quand il s'applique plus. Hein. En Algérie, on s'en fout de la démocratie en Algérie, ils s'en foutent complètement. Par contre, en Chine, en Russie, d'ailleurs, ça n'a pas dérangé quand la mosquée de Paris appelle à voter pour lui au présidentiel. Exactement. Là, en toute inégalité, avec la présence de Castagnette. Ouais, parce que dans la loi sur le séparatisme, il était bien précisé que toute, comment te dire, position politique, etc., dans un lieu de culte était lieu de culte ou appartenant au lieu de culte. Ils l'ont fait dans le restaurant. Ils l'ont fait dans le restaurant pour faire croire que c'était pas dans le lieu de culte, mais c'était. Et le recteur de la mosquée de Paris, c'est un avocat. C'est-à-dire les mecs, il y avait Castaner dans la salle. Et il y avait aussi. Le Drian, je crois, non? Ou je sais pas qui. Non, il y avait. Comment il s'appelle? Il y avait Al-Kabash. On se demande d'ailleurs ce qu'il foutait là-bas. Mais, lui, dans toutes les gamelles. Il est, je me rappelle là de la vidéo où bidule. Et là, on se dit, mais c'est quoi ces gens? En fait, eux-mêmes piétinent les lois qu'ils votent. Je rappelle que Darmanin est député depuis longtemps, qu'il a travaillé pour Vanès le député. C'est lui et ses copains qui font les lois. Et après, quand la justice juge par leurs lois qu'ils ont eux-mêmes votées, ils ne sont pas contents. Qu'est-ce que c'est que ce type de fonctionnement? Ça n'a ni queue ni tête. Et là, maintenant, il a dit, je vais changer la loi. Mais la loi, GG, la turlute, elle n'est pas rétroactive. Il peut changer ce qu'il veut, il ne pourra pas l'appliquer sur IQSAN. Une loi ne peut pas être rétroactive, sinon c'est l'effondrement du principe le plus important de la loi et de l'esprit de la loi. On est dirigé par des sociopathes, des incompétents notoires, des vauriens qui cachent la faillite de la France. Actuellement, la liste des médicaments en rupture en France est interminable. Le paracétamol, il n'y en a pas. Il y a des thrombolytiques qui sont en rupture. Il y a des médicaments anticancéreux qui sont en rupture. Effondrement de l'école, effondrement de la justice, l'insécurité, la faillite économique catastrophique. L'hôpital public, il y a 120 services d'urgence qui sont fermés. Voilà, il y a le dernier rapport de SUDEF qui est sorti. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de lit.
c'est une catastrophe. C'est-à-dire maintenant, il y a des services d'urgence qui sont fermés la nuit. Vous faites une crise cardiaque la nuit. Ici, vous êtes mort. Il n'y a personne pour s'occuper de vous. 250 milliards d'euros de dépenses annuelles, sécurité sociale mutuelle. Et tout ça, bien sûr, c'est la faute de Hassan Iqiyoussen. Oh, c'est incroyable. C'est un vrai sorcier. Hein. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait pour être partout. Il est compétent. Moi, je lui tire mon chapeau. Franchement, il est fort. C'est un marabout. C'était Haj Mamba, tu te rappelles le mec à l'époque qui faisait sa pub, là, le Haj Mamba. Il ramène Vous voulez le retour de l'être aimé? Vous voulez le retour de l'être aimé? Le business, il vous répare le business. Il fait partout. Études, il fait tout. Réussite dans les études. Il fait tout. C'est Haj Mamba. Quelque chose d'autre à rajouter, mon cher Mourad? Ouais, un petit peu. C'est simplement, moi, ce que j'essaie, c'est que le problème, c'est que moi, comme je ne vis plus en France, j'ai pas trop le retour, tu vois. Et moi, ça m'embête. C'est un peu une fenêtre vide. Et moi, j'aime pas avoir des fenêtres vides. Mais je ne sais pas si les Français commencent à prendre conscience de ça. Alors, si électoralement, on l'a vu, quand ils nous ont imposé pendant 1 an et demi, la question essentielle, centrale, qui sera au cœur de la campagne de 2022 sera l'identité, l'immigration, l'identité, l'islam, tout ça, etc. Et le score, il a fait 7%. Et même Marine Le Pen, qui d'habitude est sur ce terrain-là, elle a fait pouvoir d'achat. Au mois d'août, quand elle commençait, il a donné au même niveau que Zemmour. Il disait, et si c'était lui, le troisième homme, etc. Mais Madame Le Pen, enfin, mais pourquoi vous ne parlez plus d'immigration? Pourquoi vous ne parlez plus d'islam? Mais regardez, vous reculez dans les sondages. Et elle continuait, pouvoir d'achat. Donc, ça veut dire que les Français, quand j'ai eu ça, moi j'ai eu une lueur d'espoir en me disant, ils ne sont pas tombés dans le piège. Hein, on leur a fait ouh. Et puis après, quand ils votent au deuxième tour pour Macron, avec toujours l'histoire attention, la blonde au deuxième tour, ça va être la dictature, tout ça, etc. Et puis ils sont allés encore voter pour Macron. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il fait? À peine une fois élu un truc, ils veulent annuler, ils veulent refaire faire la double peine, il reprend les trucs, il parle que des thèmes de Marine, du Front National et de Zemmour. Mais tu comprends ce que je veux dire? Et je sais pas, franchement, je sais pas. Je le souhaite de tout cœur que justement les Français prennent conscience. Et moi, j'ai tellement peur parce que le niveau intellectuel en France est tellement bas maintenant. Mais est-ce que tu aurais vu toi, sans déconner, à l'époque, les grands hommes politiques qu'on a eus, aller tweeter sur tous les faits divers? Tu vois la Pécresse, je sais pas moi, vas-y, dégage 6 mois, je sais pas moi, va faire un séminaire, va faire un truc, où elle continue, elle commente tous les faits divers. Oh, c'est un truc, c'est inadmissible, les islamistes trucs, oh, t'es président de la région, occupe-toi de ta région. Mais tu es obligé de faire un commentaire sur chaque fait divers. Tu ne peux pas prendre la hauteur. Que les Français en parlent et tout ça, c'est normal, bon, ça fait partie du jeu, etc. Ils débattent de ce qu'ils veulent. Mais quand tu es un élu, quand tu es à des postes éminents, mais gère ce que tu as à gérer, mais ne te mets pas en commentateur de la presse quand même. Tu comprends? Ah, mais je suis entièrement d'accord. Mais moi, je suis effaré par la bêtise. Il y a un dossier qui vient de sortir, un gros papier, un article assez intéressant concernant Gabriel Attal. Et en fait, c'est même ses copains, ils le traitent de. En fait, il serait major de promo à l'université du Vice, un truc comme ça. En fait, on est dirigé par des pervers narcissiques, par des vauriens, des incompétents. On l'a vu, hein. On l'a vu avec la crise du Covid. Là, on est en train d'éditer un livre qui est super, super, super intéressant. Attends, profite-en pour parler de la nunuche, là. Celle qui avait dit qu'il y avait, là, comment ça s'appelle, la Buse. Oui. Ah ben, ils ont filé une poste au Conseil d'État maintenant. C'est oui. elle qui va juger l'affaire Iqiyoussen. C'est vrai, très juste, ouais, très juste. Non, mais justement, elle est médecin de formation, d'accord ? Qu'est-ce qu'elle va foutre au Conseil d'État qui sont là pour du droit?
Mais c'est quoi ces nominations politiques? En fait, tu assures un steak à 10 000 balles par mois, assuré. 6 500. 6 500. Ouais, mais après, tu as les autres à côté. Tu vois, il doit avoir bien un casse-croûte à côté quand même. Elle n'est pas partie pour que 6 500. Hein. Mais elle cumule des mandats, cumule. Elle va cumuler encore plein de choses. Ça, c'est hallucinant. La nomination de Buzyn est hallucinante. Ça n'a ni queue ni tête. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle est au Conseil d'État, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir juger des affaires politiques. Des affaires c'est grave. Ou son gouvernement, dans lequel son gouvernement est impliqué. Voilà. Donc il suffit d'un coup de fil de Darmanin. Oh, ça va, Agnès, tu vas bien, la famille va bien. Bon, ne m'oublie pas, ciao. Ben, c'est réglé. Qui peut croire qu'il va y avoir une objectivité, une indépendance totale? Qui peut croire ça? Ouais. Et c'est marrant parce que leur soi-disant, tu sais, ils ont un truc qu'au départ de Morand, ça pouvait sembler théoriquement bien. Là. Ils ont monté le truc, tu sais, sur pas la moralité, mais les trucs d'intérêt, etc. et compagnie. Ben, c'est passé à l'as. Hein. Parce qu'elle a dépassé, il faut dépasser, je crois, 18 mois ou 2 ans. Tu sais, les conflits d'intérêt, c'est Amar, tu vois, leur public. Et donc après, on peut te mettre n'importe où. En gros, tu as une franchise de 2 ans. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, il n'y a plus de conflit d'intérêt. Complètement. Ouais, donc c'est une horreur. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je parlais de quoi? D'un bouquin que tu voulais écrire. Oui, voilà. Et de quoi ça parlait? Ouais. Alors, par rapport à la situation des gens actuellement, pourquoi on vit ce qu'on vit en fait? Pourquoi des gens aussi minables, des gens aussi nuls politiquement, au niveau incapables de construire quoi que ce soit, incapables de créer quoi que ce soit, des menteurs pathologiques, hein, comme on a le ministre de la Santé, François Braun, qui a expliqué qu'il n'y avait aucun service d'urgence fermé, que c'était faux. Et derrière, tu as Christophe Prudhomme, qui est urgentiste, qui dit « le ministre a menti ». Et ça passe. C'est-à-dire que François Braun n'attaque pas en justice Christophe Prudhomme parce qu'il sait qu'il a menti, et les médias continuent à donner la parole à François Braun, qui est une usine à fake news. Et ça passe. Et c'est nous qu'on traite de complotistes. C'est délirant ce qui se passe. Et ça, c'est public. Tout le monde peut le voir à la télé. François Braun qui dit ça, alors qu'il y a le syndicat, l'organisme qu'il dirigeait lui-même avant de devenir ministre, qui s'appelle SAMU Sud-Est France, SAMU Urgence de France, qui dit que plus de 100 services sont fermés. Donc, c'est son propre organisation qui démontre que c'est un menteur. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Quand je vois Martin Hirsch qui a pris ses bagages et qu'il est parti, c'est que ça sent mauvais. Eh ben, lui aussi, je crois que c'est le Conseil d'État. Hein. Ou le Conseil constitutionnel, un truc comme ça. Non. Si, Martin Hirsch. Le Conseil constitutionnel, non, c'est que politique. S'il ne peut pas rentrer au Conseil constitutionnel. Martin Hirsch. Alors, attends, je vais te dire ça. Je sais qu'il a rejoint un truc il n'y a pas longtemps. Après, c'est un énarque. Hein, donc ouais, à la rigueur, lui, il a. Ouais, à la rigueur, il a la formation pour. Mais lui, c'est vraiment le vaurien par excellence. C'est un. La gamelle. C'est un pervers, c'est un menteur pathologique, c'est un pervers narcissique, comme les autres. Donc, pourquoi les gens se laissent faire? Et voilà, dans ce livre, il parle un peu de ça. Et pourquoi, en fait, on a mis les gens dans une situation d'abrutissement généralisé par l'école de la République, la télévision, la dépravation des mœurs, l'ego, le consumérisme, le matérialisme. Et on ne peut arriver qu'à cette destination, en fait. C'est un chemin qui ne pouvait arriver qu'à cette destination que nous vivons, que nous constatons aujourd'hui, malheureusement. Ouais, ben je partage le diagnostic total. Et moi, j'y rajouterai encore une fois quelque chose de très précis. À partir du moment où on a confié les clés de la France à Bruxelles, ceux qui viennent ici, non, mais c'est la réalité. Et je le dis avec autant de crédibilité et d'honnêteté intellectuelle que j'ai été longtemps un grand militant de l'Europe. Mais pas de cette Europe-là. Parce que je pensais que je dis, putain, on peut faire un clan comme ça peut être puissant, on peut, tu vois. Mais quand j'ai vu que ça a été donné à la mafia
pour que ce soit les grosses entreprises qui puissent librement se barrer dans les autres pays que nous, on subventionne avec nos impôts pour nous faire de la concurrence déloyale et eux produire à 200 balles en Roumanie et ensuite, eux, nous envoyer les Roumains pour venir encore en France, pour aller encore baisser le coût parce que un coût de la main-d'œuvre. Et puis, je peux rester longtemps et je pense que ça mérite une mission complète sur l'Europe et les pays parce qu'ils profitent encore comment te dire, de l'ignorance des Français, et que la France, c'est une chambre d'enregistrement. Tu te rends compte de ce qui se passe avec Orban? Ils ont tout fait pour le faire descendre, Orban. Orban, il gagne, d'accord? Orban, il gagne. Il réaffirme, il est élu, donc il a la légitimité de son peuple, il réaffirme que un père, c'est un papa, ça reste un homme, et une maman, ça reste une femme, d'accord? Ouais. On voit que la Pologne, qui lui tape, il le menace de pas lui donner son argent, sa dotation européenne, etc. S'ils ne viennent pas à changer leur législation, s'ils ne deviennent pas LGBT phili, etc. Donc ça veut dire que cette Europe-là, qui se dit soi-disant forte, démocratie, c'est des gens qui sont à Bruxelles élus par personne, c'est-à-dire pas par les peuples, et qui viennent imposer des directives, qui viennent imposer, comment te dire, des faits pour, notamment sur les sujets de société, quand même une société ne veut pas. Tu te rends compte? On n'est plus au stade de savoir que la fermentation, comment on fait le fromage en Corse, parce qu'au départ, tu te rappelles, ils emmerdaient aussi le fromage corse et compagnie, etc. Donc, tu vois, ils ne viennent pas comme les trucs. Ils viennent aussi sur des choses à la place des peuples. Et après, ils te disent, mais nous défendons les valeurs de la démocratie, nous sommes les droits de l'homme. Non, tu es droit de rien du tout. Tu ne respectes pas la démocratie parce que quand un Premier ministre ou un chef de gouvernement ou un chef d'État dans un pays étranger et qui est en plus fraîchement élu sur un programme qui n'est pas le vôtre de programme, ah ben vous, quand il applique ce programme, vous trouvez que justement qu'il ne mérite pas sa place et qu'il faut le sanctionner. Ah ben ça, c'est grave. Ça s'appelle la dictature. Et la dictature, non pas que de la pensée unique, c'est la dictature aussi de ce que tu pourrais dire du schéma politique unique. Tout à fait. Ben, c'est toujours le même problème. Hein. C'est le covidisme, c'est le climatisme. C'est-à-dire qu'il y a une seule. On n'a même pas le droit de discuter, de dire oui, mais attendez, je ne suis pas trop d'accord. Aujourd'hui, il a fait 33 degrés à Marseille, 34. C'est pas la canicule, quoi. On va pas tous mourir. J'étais en Bretagne. La dernière fois, j'étais en Bourgogne. La dernière fois, j'ai dit Bretagne, je me suis trompé. J'étais en Bourgogne. Désolé à mes auditeurs, j'étais en Bourgogne. Ça n'a rien à voir. Et il faisait pas pareil, il faisait même frais. La nuit, il fallait se couvrir. Donc, mais on n'a même pas le droit de le dire. Le dire, c'est devenu une hérésie. On ne peut plus parler. Ça, c'est grave. Il y a des gens, des vauriens, qui sont incapables d'assumer quoi que ce soit dans la vie réelle et qui font les marioles sur les plateaux télé en condamnant tout le monde, qui ne partagent pas leur vision du monde. Alors qu'on sait qu'ils se trompent. On le sait. Ils passent à la télé, donc c'est. Non, mais même nous, on a le droit de se tromper. Exactement. Et après, ouais. Mais pour pouvoir admettre que peut-être on se trompe, mais encore faut-il avoir la liberté de pouvoir dire son propos pour pouvoir dire après qu'on s'est trompé. Exactement. Mais ça, on ne peut plus le faire. Ça, on ne peut plus le faire. Ça, et c'est les mêmes qui ont marqué. Là aussi. Islamistes, intégristes. Comment les Français peuvent aller marcher pour dire oui, on est Charlie, alors que on attaquait tous les intérêts dans le monde entier. La France a été prête à accepter que des Français soient en danger à l'étranger, qu'on brûle des trucs, qu'on attaque les ambassades, etc. Parce qu'ils disent oui, l'histoire de principe, on a le droit de blasphémer, de tout ça, etc. Et après, ils viennent tous nous chier dessus à nous dire que l'autre n'a pas le dire que sa femme doit rester dans la cuisine, l'autre n'a pas le droit de dire, etc. Et ils te disent, rappelle-toi, ça m'a marqué. Surtout quand il y avait eu le procès débile, je dis débile parce que j'étais sûr qu'ils allaient prendre une claha sur les caricatures pour la fête de la mosquée. Tous les politiques avaient été là-bas. Et rappelle-toi la phrase de Sarkozy, je préfère des excès de caricature que la censure. C'est génial, hein? C'est génial. Ouais. C'est génial. Et aujourd'hui, on n'a que la censure. On n'a que la censure. Alors que nous, on a la censure parce que eux nous caricaturent. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs, pour revenir sur l'affaire Iqiyoussen, comment, s'il te plaît, comment veux-tu que le Conseil d'État travaille sereinement
avec ce battage médiatique? Comment? Moi, je pense que j'ai quand même confiance. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'ai quand même confiance à la justice. La justice, elle est humaine, donc elle ne sera jamais parfaite, etc. Quand les gens ils sont des hommes de loi, ben, tu sais, en plus, quand il faut motiver, ben, écoute, parce que quand tu déboutes ou quoi, etc., ben, il faut trouver des mots pour le motiver. Hein. Tu comprends? Et à la rigueur, la seule chose positive que je peux dire aujourd'hui, si on a des meilleures décisions, notamment en matière administrative, parce que autant le judiciaire, on est confiant sur l'autonomie des magistrats, autant au tribunal administratif, on sait que c'est l'État qui condamne l'État, c'est pas facile. On est d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a eu des fois des décisions surprenantes. Mais le fait qu'il y ait la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y ait la Cour européenne de justice, etc., donc ça veut dire que ça fait un degré supplémentaire, tu vois, après le Conseil d'État. Ça a apporté quand même pas mal de choses parce que, d'ailleurs, chaque fois qu'ils sont fait retoquer, regarde par exemple pour les prisons, etc. Comment ça se fait que les mecs qui perdent en France et ils gagnent auprès de l'Union européenne? C'est une réalité, ça. Ben oui. Tu sais, sur le fait qu'elle soit insalubre, sur le fait qu'il y a des droits qui ne sont pas respectés, élémentaires, les douches, l'hygiène, etc. Alors c'est marrant, hein. Quand c'est en France, pas condamné, tu vas devant l'Union européenne, tu gagnes. Tu vois? Normal, tranquille. C'est logique. À l'aise, Blaise. À l'aise, Blaise. Donc, moi, ce que je souhaite dans cette affaire, c'est que les gens ouvrent les yeux. Maintenant, franchement, entre nous, franchement, je souhaite aussi du courage à Houssen parce que là, il y a quand même un combat qui est extrêmement inégal et c'est un lynchage, mais c'est inouï. Je sais pas comment il va faire pour supporter tout ça. Je pense que ce qu'il a besoin là, enfin, moi je ne le cache pas, c'est ce que je lui ai dit moi personnellement, il faut les taper. Il faut aller là où ça leur fait mal, dans les tribunaux. C'est-à-dire gagner et après les tabasser. C'est le seul moyen d'évacuer à un moment donné toute la rage qu'il peut avoir. Parce que quand tu te fais diffamer, quand tu te fais insulter d'islamistes, de benladistes, de trucs de ci, etc., devant la France entière, enfin, dans le monde francophone, et on met ton blaze, on met ta tête. Je ne sais pas si tu imagines ce que c'est comme violence. Ouais. Mais c'est violence qu'il prend. C'est-à-dire que, à la rigueur, même le Landais, on ne l'a pas autant placardisé que lui, quoi. Tu vois? Pas du tout, pas du tout. Non, mais là c'est et c'est pas fini. Il va y avoir l'appel, il va y avoir c'est pas fini. Donc cette affaire. Donc moi à sa place, j'aurais déposé des plaintes sur toutes les chaînes télé pour qu'elles se calment immédiatement. Et c'est condamnable. Moi je pense qu'il peut gagner. Ça va partir. Il a son procès. Il faut que ça parte. Moi c'est ce que je maintiens parce que j'en ai marre de voir des journalistes qui sont là pour équilibrer, faire un débat contradictoire, donc sans contradicteur. Et en plus, eux, qui font comme leur invité, ils sont partie prenante et ils sont dans l'affirmation. Tu vois, et ça, c'est mortel, quoi. Ouais, ils n'utilisent pas le. CNews, c'est devenu la folie totale, quoi. C'est-à-dire qu'ils font comme à RMC quand tu as Marchal et Truchot qui donnent leur point de vue. Tu as compris? Ils sont plus journalistes. Ouais. Tu vois, ils se la jouent journalistes, mais en fait, ils sont aussi, eux, partie prenante comme les autres à être. Je tire le chapeau à Georges Fenech qui a su rééquilibrer le truc. Georges Fenech, il a bien parlé et il a dit que c'était tout à fait c'est une décision normale qui s'appuie sur le droit. Et apparemment, il avait lu le jugement. Dans tous les cas, bon, moi, je suis passé par là. Avec il est magistrat, lui. Ouais, voilà, il connaît le schmilblick. Moi, je suis passé par là avec l'article ordurier de Aziz Zemouri, le pire journaliste de France, qui m'avait traité d'islamiste, d'homophobe, antisémite, la totale. J'ai eu droit à tout. C'est en 2018, donc je ne peux plus les croire. C'est des voyous, c'est des délinquants, c'est des professionnels. Tu as poursuivi, au fait? Ça donne quoi? Bien sûr que j'ai poursuivi, mais si tu sais ce qu'ils m'ont fait? Un juge, le proc, il a pas, tu sais, tous les 3 mois, il y a une prescription. Ouais, le truc de relais. Il faut qu'il fasse une réécriture, il l'a pas fait, j'ai perdu. J'ai fait appel, j'ai perdu. C'est hallucinant. Mais bon, c'est pas grave. Aziz Zemouri, il est tombé tout seul. Il s'est ridiculisé avec l'affaire Garrido-Corbière, comme jamais j'aurais pu le ridiculiser, moi. J'aurais jamais pu faire ça.
il est au chômage. Tout le monde a vu que c'était un vaurien. Il est en licencié, il était suspendu, je ne sais pas s'il est suspendu, ouais, mais bon, il travaille. Donc c'est réglé. Donc moi, je lui souhaite de se défendre. Et dans tous les cas, nous en saurons plus dans les prochains jours. Et encore une fois, l'objectif, c'est de parler d'état de droit, c'est de parler de civilisation, c'est de parler de justice, de l'application de la justice, de ne pas changer les règles du jeu en plein match, un peu de dignité, quoi. À un moment donné, un peu de dignité. Et quand on dit des choses, il faut les démontrer. Et quand on est mauvais, on arrête d'accuser tout le monde. Et c'est le cas de Gégé Laturelutte, qui est peut-être certainement la pire personne à ce poste. La pire. En France, personne à ce poste du ministre de l'Intérieur. Morad Ghazli, merci infiniment. Je t'en prie. À très bientôt pour une autre vidéo. On en fera d'autres. On rigolera bien, il n'y a pas de souci. Ciao. Bonjour à nos amis. Ciao. Bye bye. Bis à Marseille. Ça sera fait. Allez l'OM ce soir. Allez l'OM.